En 2021, 12 ans après le premier bloc miné sur Bitcoin, on ne connaît toujours pas l'identité de son créateur. Dans l'écosystème, les deux cryptos les plus connus sont Bitcoin et Ethereum. Et si ces dernières sont différentes en beaucoup de points, elles le sont surtout par leur histoire. Vitalik Buterin incarne Ethereum, tandis que Bitcoin, lui, reste sans créateur connu. Alors, qui est ce visage, aux cheveux grisonnants répondant au nom de Satoshi Nakamoto, que la communauté semble avoir choisi pour représenter le père de Bitcoin? Et qu'implique son aspect acéphale? En somme, est-ce une bonne chose de ne pas connaître le visage et l'identité de son créateur? Voyons cela ensemble. Le 31 octobre 2008, un certain personnage répondant au pseudo de Satoshi Nakamoto publie le white paper de Bitcoin. Sur ces 9 pages, ce dernier décrit le fonctionnement de son nouveau bébé, Bitcoin, a peer-to-peer électronique cash system. 13 ans après, sa création s'échange à plus de 60 000 $ l'unité. Mais si les spéculations vont bon train sur son identité, certains ont même tenté de se faire passer à maintes reprises pour lui, on ne sait pas grand-chose de cette personne ou du groupe qui le compose. Alors, pourquoi ce visage est-il associé à l'identité du créateur de Bitcoin? En 2014, en fait, on a découvert que en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, vivait quelqu'un qui s'appelait Dorian Satoshi Nakamoto. Du coup, tous les médias se sont emparés de l'affaire et ça a provoqué tout un afflux autour de sa maison. I'm not in Bitcoin. But your address Not in in Bitcoin. Sauf que cet individu n'était pas a priori Satoshi Nakamoto. Il avait juste le nom de Satoshi. That I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. Là où il vivait, en fait, dans la banlieue de Los Angeles, c'était aussi là où avait vécu pendant longtemps Hal Finney, la première personne à avoir utilisé Bitcoin et avoir collaboré avec Satoshi. Ce qui fait que certains pensent que Hal Finney est Satoshi Nakamoto pour cette raison-là. Et qu'il a stimulé pendant des années son interaction avec Satoshi. Erreur sur la personne. Voilà donc d'où vient cette association entre ce visage et Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Alors concrètement, ce flou autour de la création de Bitcoin donc, est-ce une bonne chose pour l'écosystème? En gros, est-ce positif pour la première crypto-monnaie du marché de ne pas avoir de père connu du public et des institutions? Satoshi a disparu en 2011. Après avoir travaillé sur Bitcoin pendant quelques années, il a laissé la communauté se charger du projet. Et donc, ça fait que Bitcoin n'a pas de chef, de leader, de meneur, on va dire, sur lequel se reposer en cas de débat ou de conflit. Pourquoi c'est une bonne chose? La raison qu'on donne habituellement, c'est que justement, Bitcoin n'a pas de chef et donc n'a pas de personne qui décide quel changement du protocole effectuer. Il n'y a pas de point de défaillance unique dans le système, dans le sens où il y a une personne dans le système qui fait que si elle disparaît, en fait, le système s'effondre. Et donc dans beaucoup de crypto-monnaies, c'est un peu le cas. On a vraiment des systèmes de crypto-monnaies qui se basent sur une personnalité. Et cette personnalité influence beaucoup le protocole et tout ce qui est fait autour de la crypto-monnaie, ce qui fait que si la personne disparaît, en fait, ça provoque des troubles, etc. Donc, par exemple, on peut citer Ethereum avec Vitalik Buterin, même si maintenant c'est un peu plus décentralisé que ça. Je crois que c'était en 2017, il y avait eu des rumeurs comme quoi il avait été retrouvé mort. Et ce qui avait fait réagir le prix et un peu la communauté autour de ça. Il n'y a pas de personne à mettre en prison pour avoir inventé Bitcoin, ce qui fait que en fait la responsabilité est partagée, distribuée. Donc, c'est le concept de décentralisation en fait. On se décentralise pour partager les risques. Le mot à retenir ici, c'est acéphale, sans tête. Ne pas savoir qui est derrière Bitcoin, ça permet de ne pas pouvoir taper sur ce dernier, de ne pas faire pression sur son créateur, et donc de ne pas mettre un stress sur le réseau. Impossible d'aller sonner chez son fondateur
et de lui demander d'arrêter le réseau. Légalement, difficile d'attaquer une entité décentralisée. L'entreprise Bitcoin n'existe pas. Ce flou autour de la création de la première crypto du marché a également contribué à son succès. Le mythe Bitcoin alimente toujours les débats, pour le meilleur et pour le pire. Le mythe de la création de Bitcoin, auquel beaucoup de personnes s'intéressent, dont nous ici en fait, ce qui donne une certaine aura à Bitcoin, une certaine culture en fait. En fait, on se réfère à ce mythe créateur pour discuter entre Bitcoiners, ce qui fait que on peut développer vraiment une culture autour de Bitcoin. En gros, qui c'est qui? Tu vois? Est-ce qu'on va moi, je donne toujours l'exemple. Je dis quand les États-Unis, avec à peine 15% ou 13 à 15% des réserves d'or mondiales, ont réussi à imposer Bretton Woods avec 13%. Si le gars, il a 1 million, et en plus il a vendu en mine, quand je dis le gars, attention, le ou les, c'est pas qui c'est, avait 1 million et qu'il en a miné, maintenant il a quoi? Il a un minimum 6, 7, 8% à lui tout seul en Bitcoin. Il suffit qu'il s'allie bien avec 2, 3, 4 gars, et pour que peut-être il puisse imposer le Bretton Woods numérique qui risque d'arriver. La concentration d'un grand nombre de bitcoins au sein d'une petite partie de la population inquiète depuis toujours. Nous en reviendrons plus en détail à la fin de la vidéo. Mais ne pas connaître l'identité du fondateur implique d'autres problématiques. Versant d'une même pièce, ne pas avoir de leader pour trancher laisse parfois la communauté dans le flou. Certaines mises à jour traînent, voire même sont jouées à pile ou face tant la communauté n'arrive pas à se mettre d'accord. Sans parler des nombreux forks que la crypto a connus, ces séparations entre les communautés qui entraînent la création d'un autre Bitcoin, comme ce fut le cas avec Bitcoin Cash en 2017 par exemple. Le débat de Bitcoin qui a eu lieu entre 2013 et 2017, si on prend large, c'est le débat sur la scalabilité de Bitcoin, ce qui s'est conclu par la scission entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Et en fait, à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas de meneur, il n'y avait personne pour trancher, pour dire on va faire telle chose ou telle autre. Donc, dans le cas de la scalabilité, c'était l'augmentation de la taille limite des blocs. Et donc, l'absence de meneur a fait qu'on s'est retrouvé avec justement deux communautés qui se détestaient profondément. Et donc, je vois ça comme un aspect négatif, mais c'est aussi, je pense, un aspect nécessaire à la décentralisation. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Si on ne connaît pas l'identité du fondateur, ce dernier a bien existé. On en parlait tout à l'heure, Satoshi Nakamoto a miné les tout premiers bitcoins lorsque le monde ne connaissait même pas l'existence de cet or numérique. Alors, que se passerait-il si Satoshi Nakamoto revenait sur le devant de la scène? Cette hypothèse fait peur à une partie de la communauté qui, à chaque mouvement de Bitcoin endormi depuis des années sur des adresses inactives, imagine son retour. Donc il y a toujours la crainte qu'ils reviennent et qu'ils commencent à vendre tous ces Bitcoins. Mais bon, c'est pas forcément un problème si la communauté décide, ça serait un peu contre ses principes, mais si la communauté décide de geler les avoirs de Satoshi, je pense que si ça passerait s'il commençait à revenir, quoi. Autre hypothèse, que cet afflux de Bitcoin soit épongé par des acheteurs et que le cours retrouve son niveau d'avant la nouvelle, l'épée de Damoclès en moins. Dernière hypothèse, Bitcoin aurait-il été créé par un service mal intentionné, avec pour objectif un jour de renverser les règles et de dissoudre un marché porteur de plus de 1000 milliards de dollars aujourd'hui. Le code de Bitcoin est disponible en accès libre sur Internet, et où on connaît toutes les propriétés de la chose. Et même s'il y avait une backdoor dans SHA-256, on pourrait changer la fonction de hachage en quelques heures. Je pense pas. Je pense pas que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, l'entité Nakamoto laisse derrière elle une création révolutionnaire qui ne s'est jamais échangée plus haut qu'aujourd'hui, en pleine crise économique liée à la pandémie du Covid-19. Et si Satoshi a décidé de passer à autre chose comme il le suggère dans son dernier message sur le forum Bitcoin Talk en 2011, le monde et les institutionnels, eux, semblent bien déterminés à s'y intéresser davantage et à le conserver sur le long terme.